Salut et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on ne produira pas de pièces. Je vais plutôt répondre à des questions. Je reçois beaucoup de questions. Je n'ai pas le temps malheureusement d'y répondre bien souvent. Mais aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques-unes de ces questions-là. Bon, Marc c'est moi. François, ou Frank en anglais, aimerait savoir comment que je vais vérifier l'exactitude de l'angle de 45 degrés que j'ai produit sur la pièce dans la dernière vidéo, qui était la deuxième vidéo de la série des vidéos qui portent sur les gabarits de fixation et de perçage. Bon, ben j'avais un angle de 45. Comment je vais le mesurer? Et Michel, ou Michael en anglais, aimerait savoir comment mesurer l'emplacement de cet angle-là. Et c'est important de présenter les deux, parce qu'on l'a mentionné dans la vidéo, dans la série ou dans le cours de métrologie. Lorsqu'on mesure un angle, on mesure réellement deux choses. On doit avoir l'angle comme tel, et on doit avoir sa position dans l'espace. Il faut que les deux soient bons pour que la pièce soit bonne. Ici, si vous aviez un comparateur optique dans votre atelier, et ça m'étonnerait, parce que c'est rare, mais vous pourriez vérifier les deux simultanément. Et ça serait vraiment la meilleure façon de le faire, la plus rapide et précise. Par contre, si vous n'avez pas, fait qu'il va falloir diviser pour conquérir. On va mesurer l'angle avant, et une fois qu'on a, ou en premier, une fois qu'on a l'angle, on sait qu'il est bon, bien, on va passer à trouver sa position. Là, on va commencer avec l'angle. Pour mesurer l'angle, c'est relativement simple. J'ai besoin d'un comparateur à cadran, d'un marbre et d'un bloc en V pour tenir ma pièce à l'angle de 45 degrés et ensuite juste palper la surface pour vérifier qu'elle est à l'angle voulu. Là, ça, c'était simple. Mais une fois qu'on sait l'angle, il faut savoir son positionnement. Et ça, c'est pas mal plus compliqué. Donc, on va prendre quelques minutes, on va aller au tableau, puis on va regarder les calculs requis. Une fois qu'on sait que notre 45 degrés est bon, bien, on peut commencer à penser à mesurer l'emplacement de cette surface-là. Ce qu'on veut savoir ici, c'est le 1,13 pouces. Je ne peux pas le mesurer avec une technique ou méthode normale. Si je mets un pied à coulisse, bien, ça ne marchera pas, un micromètre, ça ne marchera pas, parce que j'ai une surface et j'ai une surface inclinée. Je n'ai rien à tenir là. C'est impossible de savoir où ce coin-là est exactement de cette façon-là. Mais il y a une technique facile en atelier maison qu'on peut effectuer ou faire. Et ça, c'est de projeter la surface supérieure, on imagine, et que j'installe une goupille qui est juste assez grosse pour que lorsque coincée là-dedans, elle dépasse à peine du bout de la pièce. Donc, ce que ça nous donnerait, c'est ça ici. Puis ça, bien, on va regarder d'un peu plus près. Là, on va imaginer que ça, c'est la surface projetée, ça, c'est l'angle de ma pièce, et le point 1,13 est juste en haut là. Ça n'a rien à faire avec le dessin en haut là. Ça, c'est l'angle de ma pièce, et ça, c'est la face de la pièce. C'est ça que je veux mesurer. Je veux savoir si le 1,3 est au bon endroit. Ça, c'est ma goupille d'un diamètre inconnu. Je ne l'ai pas calculé, je vais juste montrer la méthode. Si ça, c'est un diamètre qui est à côté entre ces deux points-là, j'ai un perpendiculaire ici, j'ai un perpendiculaire là. Et je sais que la moitié de ce cercle-là, ou cette goupille-là, va être 0,5D, 0,5 diamètre. Ça va être 0,5D, 0,5D et 0,5D ici. Là, si j'ai un demi-diamètre ici, ça, c'est équivalent, parce que c'est un rectangle. Si j'ai 0,5 diamètre ici, j'ai également 0,5 diamètre là. Pourquoi? Parce que c'est un 45 degrés, un triangle rectangle de 45 degrés. Je peux donc calculer, sachant ça, et en utilisant sinus, que opposé sur l'hypoténuse va donner l'hypoténuse. Je peux calculer l'hypoténuse à partir de ça, et ça va me donner un demi-diamètre, plus l'hypoténuse de ce triangle-là, plus
le côté de ce triangle-ci, 0,5 diamètre, plus 1,13. Donc, 1,13 plus 0,5 diamètre plus hypoténuse ou inconnue, plus 0,5 diamètre ici. Et ça va me donner une mesure du côté extérieur de la goupille jusqu'à l'arrière de la pièce. Bon, on sait la dimension complète. La formule égale la dimension de l'arrière jusqu'au côté de la tige ou de la goupille. C'est bien, mais ça me donne quoi de savoir ça? Bien, c'est une équation linéaire, il n'y a pas d'exposant ici. Ce qui veut dire que tout va être proportionnel. Donc, si je mesure de l'extérieur de la goupille à l'arrière de la pièce et je découvre que j'ai 2 millièmes de plus que ce que j'ai calculé, bien, je vais pouvoir dire que mon 1,13 est réellement 1,132. C'est aussi simple que ça. Si j'ai 5 millièmes de plus que ce que j'ai mesuré, je vais avoir 5 millièmes de plus que ma dimension ici. Et ça serait la limite, puisque ma tolérance ici était plus ou moins 5 millièmes. Ça, c'est bien beau, mais je n'ai pas de surface projetée. Puis comment est-ce que je pourrais effectuer cette mesure-là? Bien, il y a une méthode relativement simple, ou même très simple, qu'on peut effectuer. Puis pour moi, bien, on va aller regarder ça sur la fraiseuse. Donc, j'ai ma pièce que j'ai placée à l'envers sur la table. Donc, le dessous de la pièce est ici, le dessus est en dessous là. Ça, le dessus ici, ce qui est en dessous, est vraiment la surface que je veux projeter. Et cette surface-là, bien, c'est le dessus de la table. J'ai ma goupille, je n'ai qu'à l'installer ici, et vous remarquerez que j'ai placé un petit peu à l'angle. Ça, c'est parce que je ne veux pas que le bali gradué du micromètre vienne en interférence avec la table. Une fois que je suis là, on peut très facilement mesurer, et très précisément. La prochaine question nous vient de Ian, et elle est un peu plus simple que la précédente. Ian veut savoir quelle est la marque de mon étau-limeur. Bien, c'est simple. Mon étau-limeur, pour commencer, est un petit peu plus vieux que moi. Et c'est un Prema, ou Prima, qu'on dirait en anglais, mais là, on est en français, donc Prema, P-R-E-M-A. Et elle est fabriquée en Suède. Donc, c'est une machine suédoise. Bon, voici un petit truc. Si on a plusieurs pièces à mesurer, et si on veut savoir si toutes nos pièces sont à l'intérieur de leur tolérance. Première chose, j'ai mon pied à coulisse, ça pourrait être un micromètre. Je vais le refermer et je vais me mettre à 0. Là, j'utilise un pied à coulisse ici parce que j'ai une tolérance de plus ou moins 5 millièmes de pouce. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ou positionner la mâchoire mobile pour que je lise la dimension que je veux avoir. 1,35 ou 1,350 ici. Là, j'ai un peu de difficulté parce que je branle un peu dans le manche. OK. Je me mets à 0 à cette dimension-là. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est venir mesurer chaque pièce. Donc, moins 1, moins 1, moins 1, 0, 0, 0 et 0. Donc, on peut voir ici que mes pièces sont tous de la bonne dimension et surtout qu'ils sont tous à l'intérieur de leur tolérance. Si vous entendez des drôles de bruit en arrière-plan, c'est peut-être parce qu'ils vendent pas mal fort aujourd'hui. Là, je vous ai montré cette technique ou ce truc-là parce que j'ai quelques questions concernant ou à propos des pièces qu'on a produites sur l'étau-limeur. Et Little Al aimerait savoir vraiment quel est plus précis, un étau-limeur ou une rectifieuse. Là, ça semble évident, mais c'est important de l'expliquer. Une limeuse, un étau-limeur, excusez, produit des copeaux par déformation plastique et la rectifieuse le fait également. Donc, c'est le même processus de formation de copeaux qu'on a vu dans notre vidéo
sur les copeaux, vitesse d'avance et vitesse de coupe. Ça, on sait, on a 4 phases. On a la pénétration, on a l'accumulation, on a la formation et on a la séparation. Et ces 4 phases-là doivent se suivre et se produire pour que je réussisse à former un copeau correctement et avoir une coupe efficace. Bon, bien ça, c'est parfait. Sur un étau-limeur, avec un outil en acier rapide, mais je peux m'attendre à soulever au minimum, je dirais moins 1 millième de pouce. Moins que ça, puis tout ce que je vais faire, c'est que je vais frotter, parce que je ne suis pas capable d'accumuler assez de matière en avant de l'outil pour avoir l'écoulement et la séparation. Et donc, je n'aurai pas de formation de copeaux, et je vais avoir de la chaleur, et je vais fondre mon outil, et je vais avoir une surface, un état de surface horrible. Donc, c'est réellement pas acceptable. Puis même 1 millième, c'est poussé. Il faut vraiment avoir un outil bien affûté pour réussir ça. Sur la rectifieuse, bien, la rectifieuse coupe à une vitesse beaucoup supérieure, parce que la chaleur ici n'est pas un problème. Et ça aide à couper moins profond. Et également, les lèvres tranchantes de la meule sont incroyablement coupantes. Pourquoi? Parce que c'est au niveau atomique, je veux dire, c'est des cristaux et c'est des côtés de cristaux réellement. Donc c'est très, très, très coupant. Puis à cause de ces deux facteurs-là, vitesse et comment coupant que la meule peut être, mais je peux en enlever beaucoup moins à la fois puis avoir un beau fini. Une opération de rectification sur la rectifieuse plane ou cylindrique, là, sans faire vraiment attention à ce que je fais, donc une rectification de tous les jours, mais je peux m'attendre réellement à avoir plus ou moins 10 millièmes de pouce. Puis en faisant un peu attention, plus ou moins 10 millième de pouce. Donc, à peu près 10 millièmes, 10 fois, pas 10 millièmes, 10 fois plus précis que l'étau-limeur. Le plus ou moins 1 millième, là, ça reste que c'est un tiers de cheveux et c'est quand même très précis. Mais si on faut qu'on soit archi précis, mais c'est la rectification. Donc, on voit qu'on a précis et beaucoup plus précis. Là, Marc et Michel s'inquiétaient pour la quantité de déflexion qu'ils voyaient sur la table de l'étau-limeur pendant que je coupais. Avec les mesures qu'on vient juste de prendre, bien, on peut voir que ma barre, parce que toutes ces pièces-là proviennent d'une barre, mais avait plus ou moins 1, là, c'est à peu près ce que je peux m'attendre. Et c'est ce que j'ai eu. Là, ça m'indique qu'il n'y a réellement pas de déflexion sur la table. Que si la table bougeait à chaque fois que je coupais, la pièce aurait un angle prononcé ou elle serait bombée fort probablement. Elle ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on voyait là? Bien, là, on voyait là le résultat du fait que je ne suis pas un vidéaste professionnel et l'éclairage dans cette prise de vue-là était horrible. Et réellement, on voyait ombrage et pas ombrage, ombrage et pas ombrage, et ça donnait l'impression de mouvement. Là, UFO Hunter, lui, il a regardé la vidéo de taillage de filet, puis il est en train de faire des calculs, puis il a vérifié ce qui se passait dans la vidéo, et quand il effectuait le calcul que j'ai effectué, mais il n'obtenait pas la même réponse, puis il ne comprend pas pourquoi. Là, je ne peux pas être certain, parce que je ne sais pas quel résultat qu'il a obtenu. Qu'est-ce qui est le problème au juste? Mais je peux dire que lorsque j'enseignais, à tous les années, on avait un problème, même si les étudiants venaient juste de finir leur maths secondaire, on avait des problèmes avec l'ordre des opérations. On se rappellera que c'est multiplication et division avant addition et soustraction. Ça veut dire que si je regarde la formule telle qu'elle est décrite dans la vidéo, j'ai le M qui est mesure hors pige égale E moins 0.86603P qui est le pas fois plus 3W. Ça, c'est la formule telle qu'elle est indiquée dans le Machinery's Handbook. On n'a pas mis ici de parenthèse pour définir l'ordre. Par contre, moi, je l'ai ajouté dans la deuxième ligne pour que ça soit très clair. M max, parce que E, c'est le pitch diameter, ou le diamètre moyen de filet maximal, et 0.5875, moins, parenthèse, 0.86603 fois 0.0555, ferme parenthèse, plus, parenthèse, 3 fois le diamètre de la pige ou des piges que je vais utiliser, qui est 32 millièmes. Ça veut dire, dans l'indication que j'ai donnée ici, là,
j'ai été plus que très clair avec les parenthèses. Il faut effectuer les parenthèses en premier. Une fois qu'on les a résolues, on peut regarder pour les additions et soustractions. Donc, ça nous donne un M max égale 0.5875 moins 0.04806 plus 0.096. Et ça nous donne une mesure hors pige totale de 0.6354 pour ma mesure hors pige maximale. Donc, je crois qu'il est fort possible que le problème ici soit un problème d'ordre d'opération. Là, si je faisais le calcul tout d'un trait, sans égard à l'ordre des opérations, c'est ça qu'on voit dans l'exemple rouge ici. Et on voit qu'on va juste faire les choses telles qu'elles apparaissent. Et ça va nous donner un résultat de 0.095505 pouces. Et on voit que ce n'est pas du tout la bonne réponse. Et finalement, M. Chaubard, lui, il a commencé à être un peu personnel, puis c'est correct. Il a remarqué que j'avais perdu pas mal de poids dans les quelques derniers mois ou dans les 2 derniers mois, et il a raison. J'ai perdu à peu près 30 livres en 2 mois, ce qui est beaucoup, beaucoup. Mais vous avez peut-être remarqué, parce qu'il y en a qui me l'ont mentionné, qui trouvent que je tremble beaucoup. Et oui, c'est vrai, je tremble beaucoup. Donc, j'ai une grosse perte de poids, je tremble beaucoup, mais soyez rassurés, je ne suis pas physiquement malade. J'ai toujours été une personne très anxieuse. C'est dans la famille. Ma mère était très anxieuse et mon grand-père l'était aussi. Donc, c'est un problème, l'anxiété, mais c'est naturel. Je veux dire, tout le monde est anxieux. L'anxiété, ça joue un rôle important. Je veux dire, si on est gnou dans les plaines de l'Afrique et puis on n'est pas anxieux, bien, on va se faire manger par le lion pas mal vite parce qu'on ne sera pas à l'affût de ce qui se passe. Donc, l'anxiété, c'est quelque chose d'important. Le problème avec moi, c'est que je le suis beaucoup trop. Et ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est quelque chose, c'est comme ça qu'on est. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout anxieuses. La plupart du monde sont normalement anxieux, et moi et d'autres sont très anxieux. Ceci dit, lorsque j'étais jeune, être très anxieux, c'était un plus pour moi dans mes carrières de fabricant d'outils et d'enseignant. Parce que une personne anxieuse planifie tout, jusqu'au moindre détail. On regarde toujours à l'avant. On a toujours un plan A, un plan B, un plan C et un plan D. Donc, on est toujours prêt. Et ça, c'est une bonne chose quand tu es fabricant d'outils ou quand tu es enseignant. Tu te sens prêt à affronter quoi que ce soit parce que tu as toujours un plan pour t'en sortir ou pour contourner ou pour qu'est-ce que si, ça et l'autre affaire. Et tant mieux, je veux dire, c'était bon. Mais c'était bon aussi parce que je travaillais tout le temps. En anglais, on dirait « workaholic ». Je travaillais. Et quand on est anxieux, travailler beaucoup, c'est bon parce que l'anxiété peut passer dans cette dépense d'énergie-là et on peut vivre notre vie calmement parce qu'on sort l'anxiété de cette façon-là. Et ça, pour la majeure partie de ma vie, bien, ça a été la façon que ça a été. Par contre, en vieillissant, les choses ralentissent. Et les jeunes adorent là, mais croyez-moi, en vieillissant, on ralentit. On ralentit pas juste parce qu'on a moins de choses à faire. On ralentit parce que notre système ralentit. Le problème, c'est que l'état de mon cerveau, lui, ne change pas. J'étais très anxieux et je le dépensais. Je suis encore très anxieux et je ne suis plus capable de le dépenser. Ce qui veut dire que j'ai un débalancement dans mon cerveau et des hormones produites en trop et en passé dans toutes sortes de choses. Le tremblement que vous voyez est causé par un surplus d'adrénaline dans mon système. Et c'est pour ça que je tremble. C'est pas parce que je suis malade. Fait que ceux qui ont écrit pour dire « on a remarqué que tu trembles », inquiétez-vous pas, c'est correct que vous le mentionnez, mais je veux que vous sachiez, je suis correct. Je suis des traitements avec 2 médecins depuis à peu près 1 mois et demi.
et je m'améliore énormément. Voici ce que j'avais de l'air un mois et demi de ça, un bout que je filmais pour la vidéo de Point matrice, gabarit de perçage, gabarit de fixation, partie 2. Ça m'a pris presque un mois, puis comme vous pouvez voir, j'avais un gros problème. Ça m'a pris presque un mois à produire cette vidéo-là parce que j'essayais de cacher ce qui se passait. Et bien, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous dire, amusez-vous, faites attention, essayez de ne pas être trop anxieux, même si vous ne pouvez pas le contrôler. Et bon usinage.